Merci à tous d'être aussi nombreux pour un sujet passionnant, brûlant même, celui de Jérusalem, qui a occasionné donc, qui est pour cette fin de journée sur Jérusalem à l'Institut du monde arabe. C'est une fin de journée donc, qui se termine par nos rendez-vous de l'information qui ont lieu, je le rappelle, une fois par mois, le dernier jeudi de chaque mois. Merci encore d'être là pour donc, cette question passionnante. On vient de voir à l'instant une projection de l'AFP qui retrace l'histoire récente de Jérusalem. L'AFP qui fait partie des partenaires de ces rendez-vous de l'information. Je voulais remercier en plus de l'AFP les partenaires habituels de ces rendez-vous qui sont le Collège de France, excusez du peu, France Média Monde qui nous suit régulièrement, les Inrecuptibles et Libération. Et puis, vous annoncez qu'évidemment, il y aura un dernier rendez-vous le 28 juin, un dernier rendez-vous avant, évidemment, celui de septembre, puisque nous nous arrêtons pour l'été. Ça va se passer de la façon suivante. Nous avons 1h30 devant nous pour débattre un peu de toutes les questions qui entourent Jérusalem, autour de la question de Jérusalem, d'Al-Quds pour le monde arabe. Il y aura à la fin environ un quart d'heure, je vais essayer de laisser un peu plus de temps, 20 minutes, et d'être un petit peu moins dur que d'habitude, c'est-à-dire sur les questions que vous voudrez poser sur Jérusalem, tout en insistant comme toujours sur le fait qu'une question est une question. Voilà, et donc pas un propos liminaire, mais je vous laisserai faire. Il me reste maintenant à présenter les intervenants qui sont autour de moi pour parler de cette question grave, compliquée. D'abord, s'il vous plaît, je voulais vous présenter John Baez. Joan Deas, très bien. Vous êtes, oui, on va y arriver, Joan. Vous n'êtes pas John Crawford, mais Joan Deas. Vous êtes doctorante, vous êtes spécialisée dans les pays émergents. Et en l'occurrence là, avec vous, on aura l'occasion de parler justement de ce panorama diplomatique émergent autour de la question palestinienne, peut-être de la Chine, peut-être de l'Iran, peut-être de ces pays qui l'entourent, enfin en tout cas, surtout les BRICS pour vous, mais enfin là en l'occurrence, de la Chine et de la Russie, même s'il est compliqué de parler de la Russie comme d'un pays émergent, enfin en tout cas d'une puissance émergente. Pierre Vimont, vous êtes diplomate. Vous avez été représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles, directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères. Vous êtes un diplomate français, donc émérite. Et vous allez nous parler des positions européennes qui sont compliquées à décrypter, surtout dont on a des difficultés à comprendre la cohérence et l'importance dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Vous essayerez de donner un peu de cohérence à tout ça. Pierre Aubin de la Mézouzière, vous êtes Yves Aubin, j'y arriverai pas. Yves Aubin de la Mézouzière, vous êtes diplomate. Vous aussi, vous avez été directeur de la section Afrique du Nord et Moyen-Orient au Quai d'Orsay. Vous avez été longtemps en place au Moyen-Orient, enfin, dans diverses missions. Vous travaillez aussi à l'IREMO, qui par ailleurs est notre partenaire sur cette journée entière et sur ces rendez-vous de l'actualité. L'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Vous nous parlerez de la position française plus particulièrement, qui effectivement dans la région, au moins depuis 1917, mais depuis toujours, mais depuis longtemps, en tout cas depuis la fin de la Première Guerre mondiale, tient à avoir une position forte dans la région et qui, à Jérusalem précisément, a des points d'appui importants. Et puis, il fallait bien un Américain ou bien quelqu'un pour nous expliquer la position américaine. C'est vous, Philippe Golub, qu'il reviendra d'expliquer, donner un peu de cohérence à la politique américaine, en l'occurrence parce que vous êtes professeur de politique internationale et comparative, je lis, à l'Université américaine de Paris, ce qui est très chic, et ce depuis 2006, mais visiblement aussi un spécialiste de la diplomatie américaine. Et c'est justement par là que je vais commencer, parce que les États-Unis nous ont réservé pas mal de surprises avec Donald Trump. On ne va pas revenir sur son élection, ni même sur sa politique intérieure, mais plutôt sur sa politique étrangère. Et effectivement, un des moments les plus spectaculaires de cette première année de présidence de Donald Trump, c'est quand il a décidé, c'était en décembre dernier, de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Alors, on peut dire qu'au fond, c'est une reconnaissance de fait, c'est une reconnaissance de jure d'une chose qui était de fait, qui est que toutes les institutions démocratiques, toutes les institutions israéliennes se trouvent à Jérusalem, qu'Israël y a installé l'essentiel de son pouvoir politique. Mais jusqu'à présent, aucun pays important n'avait reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, attendant une résolution concertée du problème israélo-palestinien et peut-être la division de Jérusalem en deux parties, en deux capitales, une pour les Palestiniens, une autre pour les Israéliens. Et donc toutes les capitales occidentales avaient leur ambassade à Tel Aviv en attendant une résolution finale.
Or, il se trouve que dans le programme de Donald Trump, il y avait la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, qu'il l'a fait, et qu'il a même, c'était en mai, c'était il y a quelques jours, transféré cette capitale symboliquement en inaugurant la nouvelle ambassade. Alors, je me souviens, quand la nouvelle est tombée, que je faisais partie d'abord des incrédules, ceux qui pensaient que bon, il allait peut-être appliquer une partie de son programme, mais que celui-là était trop dangereux, cette partie-là était trop dangereuse à appliquer. Je fais partie de ceux qui ont fait je me souviens, j'ai fait un éditorial enflammé expliquant comme c'était dangereux, comme c'était une catastrophe, et puis rien. Rien ne s'est passé, c'est-à-dire la vie politique et diplomatique a continué, il n'y a pas eu de soulèvement particulier. Bien sûr, à Gaza, on a vu des choses importantes qui sont passées, mais il n'y a pas eu de soulèvement général du peuple palestinien, ni même. Et la nouvelle semble être passée comme une lettre à la poste. Alors, est-ce que c'était une bonne idée, au fond, de transférer la capitale, l'ambassade des États-Unis à Jérusalem ? Merci de l'invitation, merci de vos questions. Les catastrophes historiques ne sont pas nécessairement visibles dans leurs effets immédiats, mais dans leurs effets à plus long terme. Il y a des dynamiques qu'elles créent, où les idéologies politiques et les forces matérielles se rejoignent pour créer à moyen terme ou à long terme des crises de grande envergure. La reconnaissance de Jérusalem, ou plutôt la décision d'ouvrir l'ambassade américaine à Jérusalem, est une décision qui fait partie d'un ensemble de pratiques diplomatiques de l'administration Trump qui vont dans le sens de l'affirmation à la fois de l'unilatéralisme des États-Unis, mais aussi d'un rejet du droit international, d'un rejet du droit humanitaire international, de l'abandon du droit international en réalité, puisque les États-Unis, comme tous les autres États du monde, pendant 70 ans, ont établi leur ambassade à Tel Aviv et non pas à Jérusalem. Depuis l'établissement de Jérusalem comme corpus separatum en 1947, la pratique diplomatique américaine a été constante jusqu'à Donald Trump, c'est-à-dire de s'assurer que les États-Unis maintiennent leur ambassade à Tel Aviv tant qu'une résolution finale n'avait pas été actée entre les parties en conflit. Alors, il est vrai que le Congrès des États-Unis, les deux chambres du Congrès des États-Unis ont depuis assez longtemps, depuis 1993 et puis de façon formelle en 1996, passé des résolutions, la résolution de 1995, la loi de 1995, exigeant du président des États-Unis d'ouvrir l'ambassade à Jérusalem avec des majorités énormes, 93 contre 7 au Sénat et 347 contre une infime minorité dans la Chambre des représentants. Donc il y a un réel consensus politique au sein des deux chambres, au sein du corps politique américain, républicain et démocrate compris, en faveur de cette décision, mais aucun président des États-Unis, pour des raisons stratégiques, des raisons de politique étrangère, de priorité de politique étrangère globale des États-Unis, n'avait fait le geste de Donald Trump. Alors pourquoi ? Ben oui, quelle est la logique derrière ? Je ne vais pas répondre à votre question. Est-ce une bonne idée ? Non, est-ce qu'il y a une logique ? Il y a une logique. On pourrait peut-être se dire une chose. Ça fait 70 ans, en fond, que rien n'a bougé, que le consensus est le même sur Israël, sur le conflit israélo-palestinien, que les diplomaties multiplient les traités, les rencontres. Jusqu'à présent, rien n'a bougé. Est-ce qu'on pourrait presque se faire l'avocat du diable et dire, au fond, c'est un bon coup de pied dans la fourmilière, ça tourne les tables, ça renverse plutôt la table. Est-ce que derrière ça, il y a une logique ? Est-ce qu'il y a une logique de négociation ? Et est-ce que ça peut aboutir effectivement à des négociations renouvelées ? Je ne sais pas, un sommet, quelque chose qui sorte de la torpeur diplomatique dans laquelle s'est enfermé le conflit israélo-palestinien. Je parle bien de torpeur diplomatique. Alors d'abord, je voudrais dire que la cérémonie d'ouverture de l'ambassade à Jérusalem avec Ivanka Trump et le secrétaire du Trésor américain, Mr. Mnuchin, ça a été un moment abject, un moment obscène, comme l'a dit le monde, mais moi je considère abject, pire qu'obscène, n'est-ce pas ? Puisque l'ouverture a eu lieu au moment même où un massacre s'opérait. 63 Palestiniens tués, 2400 blessés. Donc c'est un coup de pied dans la fourmilière dans un sens un peu particulier. C'était un acte diplomatique destructeur et abject au plan moral et éthique.
Je voudrais dire une chose de plus sur la cérémonie elle-même. Il y a eu 2 pasteurs évangéliques américains qui étaient présents lors de la cérémonie. L'un connu, on dit aux États-Unis Christian Zionists, des sionistes chrétiens. Hein. Il n'existe pas de lobby juif aux États-Unis, il existe un lobby juif et un lobby sioniste chrétien. Le premier des deux est connu, le premier pasteur est connu pour avoir affirmé, il n'y a pas très longtemps de ça, dans une espérance eschatologique particulière, dans une vision particulière eschatologique de l'histoire humaine dans un cadre divin, a estimé que, et quelqu'un qui est connu pour avoir estimé que Hitler avait été un phénomène politique ordonné par Dieu pour créer l'État d'Israël, pour créer les conditions dans lesquelles il y aurait inauguration de la fin des temps. N'est-ce pas? Puisque Israël serait pour eux la rupture, rapture, yes, la rupture et la rapture. Et le deuxième étant connu pour avoir dit que les Juifs, comme les musulmans, comme les hindous, et comme d'autres mécréants se retrouveraient à la fin du temps en enfer. Donc on est là dans quelque chose de très particulier qui mélange l'eschatologique religieux, un geste politique unilatéral déstabilisant, un geste qui bafoue le droit international, un geste qui bafoue la tradition diplomatique américaine. Alors y a-t-il de la logique dans cette folie? Y a-t-il de la méthode dans la folie? Dans un certain sens, oui, puisque Donald Trump, dans toute sa politique internationale, celle-là en particulier, mais pas seulement celle-là, que ce soit vis-à-vis du commerce international, que ce soit vis-à-vis des autres accords internationaux signés en bonne et due forme par les États-Unis dans les cadres diplomatiques contraignants, comme l'accord avec l'Iran, JCPOA, il y a une action qui a pour volonté d'affirmer une souveraineté américaine au-delà de la souveraineté des autres. Et il y a un mélange ici entre l'eschatologique, encore une fois, parce que la base politique essentielle de Donald Trump, est une base évangélique. Son vice-président est un évangélique. Il y a une méthode dans cette folie, mais c'est une méthode qui consiste à séparer les États-Unis du droit international, à séparer les États-Unis du droit humanitaire international et d'essayer d'imposer une norme américaine au monde entier. Bon, ce que vous dites est assez désespérant parce qu'on a l'impression qu'il y a... On n'a pas l'impression, vous dites vous-même qu'il y a donc des logiques qui sont proprement américaines et pas du tout internationales, et qui, au fond, sont proprement, politiques américaines, à la reconnaissance du transfert de cette ambassade. Ce que j'essaye de savoir maintenant, c'est est-ce que vous pensez que, malgré tout, ça peut entraîner... Encore une fois, il y a une impasse diplomatique dans laquelle on était arrivé. Ça fait presque 10 ans aujourd'hui entre la guerre de Syrie, la guerre d'Irak, puis la guerre de Syrie, et puis les printemps arabes un peu avant, on n'avait pas parlé du problème israélo-palestinien. Donc, est-ce qu'au fond, c'est pas aussi, si on se retrouve là aujourd'hui autour de la question de Jérusalem, c'est pas un petit peu grâce à Trump, parce qu'il a, c'est un peu provoquant ce que je vous dis, c'est un peu faire l'avocat du diable, mais parce qu'il a un peu donné un coup de pied dans la fourmilière. Est-ce que c'était pas utile au fond? Alors, ce serait bien sûr une très grande ironie de l'histoire si grâce à ce geste, on remet effectivement en avant la question israélo-palestinienne et qu'on arrive à des résultats en termes d'un processus de paix qui n'existe pas. Il n'y a plus de processus, il n'y a certainement pas de paix. Ce serait une ironie historique. Il faudrait croire que un esprit hegelien de l'histoire parcourrait l'histoire et on arriverait à une finalité qui n'est pas visible aujourd'hui. Vous n'y croyez pas? Oui, mais non. Là, je crois que la signification profonde de ce geste, qui est un geste symbolique, un geste politique, c'est au contraire de réaffirmer les prérogatives de la droite radicale israélienne, de la colonisation, d'une souveraineté israélienne déterminante sur la totalité de Jérusalem, de fait, pas de jure, mais de fait, et donc de créer des espaces de possibilité pour cette droite radicale israélienne d'aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, on l'a vu immédiatement dans la foulée de la décision. On est là dans est-ce que Donald Trump a une utilité historique quelconque? Je ne sais pas si on peut poser la question dans ce sens-là. Donald Trump trop tôt pour répondre. Donald Trump n'est pas un accident historique dans le sens qu'il y avait des raisons sociologiques profondes et politiques profondes à son arrivée au pouvoir, même s'il a perdu les élections en termes de voix. Mais son action est une action qui, aujourd'hui, on le sait en Europe, déstabilise profondément les relations internationales dans leur ensemble. D'accord.
Alors, est-ce que justement, à partir de ça, c'est pas un peu le moment de... Vous voulez intervenir peut-être sur ce sujet ? Allez-y, prenez même. Allez-y. Non, simplement pour compléter, parce que la presse israélienne dit beaucoup de choses. Et bon, il faut décrypter, voir ce qui est effectivement, quelle est la réalité de la politique américaine. Et d'après ce que je comprends, je ne sais pas si vous avez des précisions là-dessus, il y a un plan américain qui se prépare et qui concerne aussi Jérusalem. C'est Greenblatt, ce diplomate, et puis aussi le gendre. Et d'après ce que j'ai vu, parce qu'il faut se souvenir, et là je ne suis pas dans la défense de Trump, hein. Non, c'est que Trump a dit, lorsqu'il y a eu l'installation, la décision qu'il a prise d'installer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, il a dit, après tout, s'il y a entente entre les deux parties, on peut imaginer aussi qu'une partie de Jérusalem revienne. Il n'a peut-être pas prononcé formellement le terme d'État palestinien, mais c'est ce qu'on devait comprendre. Mais il a dit, mais il appartient aux deux parties de s'entendre. Alors évidemment, dans cette affaire-là, il y a une telle, disparité, de situation entre la partie israélienne et la partie palestinienne. Et c'est, dans cette affaire-là, c'est pas tellement Trump qui mène le jeu, mais c'est plutôt Netanyahou qui influence Trump. Et d'ailleurs, voilà, dans son langage. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais peut-être vous poser la question autrement. Vous qui avez été sur place dans la région, qui connaissez donc la puissance d'Israël, hein, en fait, et puis le fait que, grosso modo, on peut dire que depuis 1967, Israël a quasiment gagné toutes les guerres et quelle est la première puissance économique et militaire de la région. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un peu d'hubris là-dedans ? C'est-à-dire qu'au fond, on voit bien aussi que Netanyahou est installé au pouvoir, et pour longtemps, vu l'équation électorale israélienne, on voit mal les partis qui plus à gauche qui privilégiaient la négociation ou la négociation entre les partis ne sont plus en cours et n'ont plus de poids électoral suffisant pour peser sur les décisions. Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment en plus une espèce d'alliance très étrange de fait, finalement un calcul entre une partie des puissances arabes, je pense à l'Arabie Saoudite, hein, et Israël, qui marginaliserait finalement définitivement le problème palestinien et la Palestine. Donc, de toute façon, je ne crois pas à la marginalisation définitive de la question israélo-palestinienne qui, même si elle n'est pas, ou si elle sort des agendas diplomatiques, revient dans l'actualité, et donc c'est une question qui reste centrale, malgré tout ce qu'on a pu dire au moment de l'émergence des révolutions arabes. On avait dit, on ne parle pas, parce qu'évidemment, on parlait d'autre chose, mais ça revient dans l'actualité. Mais concernant la relation, évidemment, qui est nouvelle entre l'Arabie saoudite, il ne faut pas parler d'axe, c'est quand même beaucoup trop tôt, mais il y a des convergences d'intérêts, et les convergences d'intérêts, elles sont d'ordre sécuritaire. Et il faut penser à l'Arabie saoudite, mais aussi à l'Égypte. Hein, donc, l'attitude est assez ambiguë, là, concernant aussi Gaza, puisque l'Égypte participe au blocus, hein, même si pendant la période de Ramadan, ils l'ont ouvert. Ça fait beaucoup quand même, là. Arabie Saoudite, qui est le pays le plus riche du monde arabe, l'Égypte, qui est le pays le plus peuplé, oui. Et puis Israël, qui a la puissance, la première armée de la région. Oui. Si ces trois-là qui commencent à dessiner un axe, et commencent à s'entendre, ça fait un axe très puissant, très fort. Oui, enfin, très puissant, mais je pense que c'est assez, disons, concernant la position saoudienne sur donc la question palestinienne et la question de Jérusalem. Il y a quand même des constantes. Et je vois mal l'Arabie saoudite, disons, accepter, disons, les idées américaines telles qu'elles apparaissent. Parce qu'on voit ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y aura plus de colonisation, des espèces de Bantoustan. Et puis, c'est Jérusalem, donc, qui devient la capitale de facto, donc unique, de l'État d'Israël. Je ne crois pas, parce qu'en Arabie saoudite, il y a tout de même une opinion. Et il faut voir comment les choses se passent. Parce que quand vous parlez de, finalement, le peu d'intérêt des pays arabes, regardez ce qui s'est passé, la Ligue arabe, qui a été absente, ou quasiment absente, très longtemps, dans l'affaire de Gaza. Mais alors maintenant, on voit quelle est la prise en charge de Jérusalem actuellement. L'Iran. D'ailleurs, qui va célébrer, puisque c'est une idée iranienne, la journée d'Al-Quds, c'est-à-dire la journée de Jérusalem, dans quelques jours. Et on verra les drapeaux, même en France, et à Londres aussi, on le sait, les drapeaux du Hezbollah. Et c'est depuis 1979. Il y a aussi la Turquie,
qui veut prendre un peu le leadership du monde sunnite. L'Iran, et puis alors, dans ce monde sunnite, c'est un peu anecdotique. Ce que vous avez dit, je vais reprendre, parce que dans les forats, il n'y a pas eu la mobilisation. Parce que les mobilisations se font autrement, elles se font à travers les réseaux sociaux en particulier. Et alors on voit donc concernant disons dans les organisations radicales, que ce soit Daesh ou Al-Qaïda, et aussi du Hezbollah, demain à Jérusalem. Quand des cercueils des combattants du Hezbollah qui sont en Syrie reviennent au Sud-Liban, j'y suis allé il n'y a pas si longtemps, ils disent ouais, voilà, ce sont des martyrs pour Jérusalem. Que la question soit de Jérusalem soit symboliquement importante, c'est un fait. Mais qu'elle soit absente du terrain diplomatique et même militaire depuis maintenant 10-15 ans, c'est aussi un fait. Et dont profite probablement... non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour relancer un peu le débat, 2 ou 3 observations rapides. Premièrement, sur l'initiative de Trump. Ce qui est très intéressant, c'est que, faute d'avoir pour le moment proposé un plan de paix, Trump est entré dans le dossier par la question de Jérusalem, qui en règle générale, dans toutes les négociations qui ont eu lieu sur le processus de paix au Moyen-Orient, était la question qu'on gardait pour la fin, parce qu'elle est la plus compliquée, parce qu'elle est la plus émotionnelle, parce qu'elle est la plus provocatrice à mains égards. Alors, est-ce que c'est parce qu'il ne connaît pas le dossier ou parce que justement il a voulu être perturbateur comme à son habitude ? Peu importe, la réalité est là. Et que maintenant, cette question-là est devenue le point d'entrée dans la négociation du processus de paix. Deuxième chose, je crois qu'il faut faire attention à la manière dont les dirigeants dans la région réagissent et le sentiment qu'ils peuvent donner de ne plus s'intéresser aux problèmes israélo-palestiniens. Ce n'est pas du tout le cas dans les opinions publiques, non seulement dans le monde arabe, mais dans le monde musulman. Précisément pour la même raison, parce que Jérusalem est, j'allais dire, un acte de foi pour le monde musulman. Et regardez la réaction en Indonésie, regardez la réaction dans les pays africains où la communauté musulmane est importante. Ça passe mal, pour dire les choses simplement. Et il ne faut pas sous-estimer cela. Et troisième point, précisément à cause de cela, les dirigeants du monde arabe sont parfaitement conscients qu'ils sont sur une poudrière. Et quand vous discutez avec, vous parliez de l'Arabie saoudite, bien évidemment l'Arabie saoudite est dans cette extraordinaire alliance avec Israël et les États-Unis, mais elle, son problème, c'est l'Iran. C'est pas vraiment le processus de paix. Et elle sait très bien, et je termine là, elle sait très bien que si elle se met trop en avant et donne trop le sentiment qu'elle est dans cette alliance un peu contre nature, elle risque un retour de bâton de la part des opinions publiques arabes, y compris dans son propre pays. Et si vous regardez bien, les propos que peut tenir le prince héritier ne sont pas du tout ceux que tient son père sur le processus de paix. Non, c'est bien ce qui inquiète tout le monde d'ailleurs. Et il y a des vraies divisions et une beaucoup plus grande prudence de la part du père du roi d'Arabie saoudite, qui rappelle la position traditionnelle de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire le plan de paix qu'ils ont présenté il y a en 2002 au sommet de Beyrouth et qui reste pour les Saoudiens la base de leur position. Alors je voulais vous poser une deuxième question. On voit bien que la position de Donald Trump, qui est de prendre la fin de toutes les négociations, puisque même au moment des accords d'Oslo, la question de Jérusalem venait à la fin, devait être réglée en dernier ou parmi les dernières questions, de le remettre au début, le disqualifie un peu, en tout cas aux yeux de beaucoup aux yeux des Palestiniens, mais aussi de beaucoup d'interlocuteurs, le leadership américain, ou du moins sa possibilité d'entre-gens. Alors, est-ce que c'est une chance pour l'Europe, qui jusqu'à présent a servi à payer les dégâts et a eu assez peu de voix au chapitre? Le problème de Trump, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, son vrai problème, c'est qu'il décide d'être un perturbateur, mais que c'est un technicien, c'est pas un stratège, il n'a pas de vision. C'est-à-dire qu'après avoir fait un coup, il n'y a plus rien derrière. Vous connaissez cette phrase de Colin Powell que je trouvais assez juste. Il disait en politique étrangère, celui qui casse doit réparer. Trump casse, mais il attend que les autres réparent. Et c'est tout le problème aujourd'hui des Européens. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'ils interviennent, qu'ils entrent dans le jeu pour essayer d'aider au mieux et de contribuer. Et si vous me permettez, quels Européens? On va essayer de reprendre les choses avec vous un peu précisément. Mettons que l'Europe est un poids. Mettons que l'Europe se pose la question de savoir, après tout, on vient de casser le 40 ans, 70 ans, ou enfin disons en moins 15 ans depuis Oslo,
de consensus. Est-ce que nous sommes là pour effectuer... Quelles sont ces puissances qui pourraient réparer? Est-ce que l'Allemagne va payer? Est-ce que l'Espagne va envoyer, je ne sais pas moi, Non, comment ça va se passer? Et surtout, quel est le rôle de chacun? Il y a deux choses. Il y a incontestablement, ça a été dit tout à l'heure, il y a des sensibilités différentes entre les Européens. Vous avez grosso modo 3 camps à l'heure actuelle. Ceux qui continuent à essayer d'avancer dans la voie de la déclaration de Venise, d'Oslo, tous ceux qui sont profondément attachés au règlement du problème israélo-palestinien et qui sont prêts à prendre des initiatives. Citons-les. La France, l'Italie. Actuellement, oui. Disons, actuellement, les trois têtes de pont, c'est la France, l'Irlande et la Suède, suivi probablement par la Belgique, qui est assez proche sur cette ligne. Vous avez ceux qui ont envie de rien faire et qui pensent que, bon, pour le moment, il faut attendre le statu quo, le marais. Et puis, il y a ceux qui commencent à se détacher en manifestant une certaine sympathie pour les positions américaines. Oui. Et la Hongrie. Oui, un certain nombre de pays de l'Est. Mais n'allons pas trop loin là-dedans, parce que au fond, les deux qui ont commencé à bouger sur l'idée de transférer leur ambassade à Jérusalem sont 2 pays où règne une profonde cohabitation. La République tchèque et la Roumanie. Et la République tchèque, c'est le président qui était prêt à faire ça. Son gouvernement est totalement opposé. En Roumanie, c'est l'inverse. Mais le résultat, c'est qu'il ne s'est rien passé. Et que donc on est dans cette espèce de situation où on n'avance pas. Le vrai problème, à mon avis, ce n'est pas le processus de paix. Parce qu'on arrive à toujours, à la fin, trouver une sorte d'accord à avancer. C'est est-ce que, compte tenu de la position prise par Trump, l'Europe est prête à affronter et à se confronter à Trump pour essayer d'avancer une solution. Et là, vous avez immédiatement une partie non négligeable des États membres qui disent « Oula, attendons, il ne faut pas aller à la confrontation avec Donald Trump, donc attendons de voir ce qui va se passer ». C'est là le problème. Si je peux rebondir justement sur la question, c'est le problème de l'Europe, pas depuis que Trump est au pouvoir, mais c'est le problème de l'Europe depuis des décennies. À savoir qu'on a tendance à dire, quand on analyse le conflit israélo-palestinien et le processus d'Oslo, que l'Europe est le bailleur de fonds, en fait. C'est-à-dire que l'Europe répare ce que Israël détruit. Et là, l'Europe est en train de se poser la question de savoir si elle va réparer ce que les États-Unis et Israël sont en train de détruire. L'Europe a tenté et a essayé de se positionner en acteur politique sur la question depuis un certain nombre de temps, en faisant partie du Quartet, par exemple, mais elle a systématiquement, comme tous les autres acteurs d'ailleurs de la scène internationale, été mise sur le côté, paralysée, ou en tout cas vraiment empêchée d'agir par les États-Unis, qui ont utilisé le trick, l'astuce finalement, de conserver le processus d'Oslo et le processus de paix de manière générale au niveau bilatéral. Donc d'éviter le plus possible sa multilatéralisation et donc son retour finalement dans des arènes multilatérales où les États-Unis ont certes du poids parce que c'est les arènes qui sont les arènes décisionnelles sont le Conseil de sécurité où les États-Unis ont un droit de veto, mais ce sont quand même des arènes où effectivement, on l'a encore vu là récemment avec le dernier vote qui a été quand même une claque symbolique, diplomatique pour M. Trump, les États-Unis n'ont aucun intérêt à voir la question palestinienne revenir à ce niveau-là. Les Palestiniens ont compris tard, mais ils ont compris ce problème de ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le bilateral trap, et ont essayé de s'extirper de ce piège-là, justement en revenant aux arènes multilatérales et en allant chercher des alliés. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'était peut-être un petit peu trop peu et trop tard. Et on a eu un phénomène, et donc c'est la raison pour laquelle je suis là, donc je vais commencer, si vous me permettez, à en parler. La raison pour laquelle le processus est au point mort, c'est parce qu'il est paralysé par l'hégémonie matérielle et idéationnelle américaine depuis 1993, mais déjà avant, car les États-Unis jouent le rôle de médiateur dans ce conflit depuis Kippour, depuis 48. Au moins depuis 48. 48 avant, c'était le conflit israélo-arabe. Le conflit israélo-palestinien, c'est venu plus tard. Mais bon, en tout cas, effectivement, les États-Unis n'ont pas laissé la place à d'autres acteurs pour venir s'insérer dans ce processus, surtout pas des acteurs qui pourraient être plus favorables à la cause palestinienne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les États-Unis avaient un petit peu les mains libres, et ça a coïncidé d'ailleurs avec le processus d'Oslo, de faire ce qu'ils voulaient, étant donné qu'on est entré à la fin de la guerre froide, donc avec l'effondrement du bloc soviétique, donc à la fin des années, au début des années 90, dans une ère de ce qu'on appelle l'unipolarité américaine, où les États-Unis
États-Unis étaient considérés donc comme ce qu'on appelle un hégémone, donc sans vraiment grand concurrent sur la scène internationale, et ont pu mettre en place un système de valeurs qu'on appelle l'ordre libéral, avec des alliés, donc des puissances occidentales, donc l'Europe qui est un allié des États-Unis, le Canada, l'Australie, pour mettre en place un certain nombre de valeurs qu'elles ont diffusées, notamment les valeurs de conditionnalité politique telles que la démocratisation forcée d'un certain nombre de pays du Moyen-Orient, le libre marché, etc. Et la plupart des pays, notamment les pays du tiers-monde d'ailleurs, qui faisaient partie du troisième bloc pendant la guerre froide, ont dû se soumettre un peu à cet ordre-là. Et la Palestine, et donc c'est à ce moment-là également que le processus d'Oslo a commencé à se mettre en place, et la Palestine a également dû se soumettre plus ou moins à cet ordre, à cette hégémonie américaine, et à finalement intégrer ce que moi j'appelle le langage d'Oslo, qui est un langage qui a été un langage hégémonique, ce que Foucault appellerait d'ailleurs un régime de vérité, sur le fait qu'il n'y a pas d'autre alternative que les Américains pour régler ce conflit. Et donc ça, c'est une conviction qui a été extrêmement profondément intégrée par la majorité des acteurs du conflit, et même encore à l'heure actuelle, et qui a empêché la plupart des acteurs et même la plupart des experts qui travaillent sur la question israélo-palestinienne d'aller enlever ces œillères occidentalo-centrées et américano-centrées pour aller regarder ailleurs. Et pendant ce temps, vous avez eu pas forcément un déclin américain, parce qu'on n'est pas dans un jeu à somme nulle, mais une émergence progressive à la base économique de ce qu'on appelle, donc évidemment, qui a été matérialisé et symbolisé par les BRICS, dont tout le monde en a entendu parler. Les BRICS, j'aimerais quand même le rappeler, c'est pas forcément connu de tout le monde, c'est un acronyme qui a été créé par Jim O'Neill, qui est un analyste à la Goldman Sachs, et qui a créé cet acronyme en 2001 dans un rapport, enfin dans deux rapports en fait, en 2001 et 2003, qui s'appelait Dreaming with the BRICS. Et donc il considérait que les BRICS c'était vraiment des pays où il fallait donc investir, mais les BRICS c'était un acronyme comme un autre, on en a eu beaucoup d'autres des acronymes, on en a toujours d'ailleurs. Mais la seule différence, c'est que les BRICS ont utilisé cet acronyme à leur avantage en l'institutionnalisant et en se rendant compte qu'il y avait une opportunité politique derrière cette ascension économique. Donc les BRICS ont commencé à finalement faire voyager, en tout cas pénétrer le champ politique international. Ça a été plutôt une catastrophe concernant le Brésil. Vous vous souvenez un peu de l'aventure brésilienne au conflit israélo-palestinien? Alors, ça n'a pas été vraiment une catastrophe, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça l'est devenu plus tard, mais les Brésiliens ont quand même obtenu un accord avec l'Iran, à savoir que même si effectivement ils ont reçu une claque de la part de Barack Obama et des États-Unis 2 jours après, les Brésiliens et les Turcs ont réussi en Iran à obtenir ce que le P5+1... La position de la Turquie est un peu différente, mais on va peut-être plutôt que de s'éloigner là, du conflit israélo-palestinien, on va y revenir. Revenons au conflit. Ouais. Je voulais juste poser une question, parce que vous me faites penser à ça en le faisant, en expliquant d'ailleurs très bien le fait qu'il y ait effectivement une hégémonie américaine qui s'est aggravée, on va dire, notamment avec la fin de la guerre froide. Je reviens vers vous en disant, mais au fond, en fait, Donald Trump n'est que la caricature de ce que les États-Unis ont l'air de faire depuis... selon ce que vous dites, selon ce que dit Joan Baez, depuis au fond le début des années 90. Les États-Unis n'ont jamais aimé signer des accords internationaux, ils n'ont jamais aimé être coincés par des accords multilatéraux, ils ont toujours considéré qu'ils étaient une nation exceptionnelle devant Dieu, et c'est toujours privilégié les rapports bilatéraux aux rapports multilatéraux. Trump ne serait-il pas tout simplement la caricature, la logique poussée jusqu'à son terme de cette peu d'appétence américaine pour les machins comme l'ONU ou les relations multilatérales. Et au fond, Trump serait la règle de la politique étrangère américaine, de l'hégémonie américaine, et Barack Obama un peu l'exception. Oui, alors, je pense qu'il faut effectivement, je pense que la grille de lecture... Une grille de lecture utile, c'est effectivement de partir de 1991, 89, 91 et de la chute de l'Union soviétique et de la création d'un moment assez bref, d'ailleurs, d'unipolarité américaine dans lequel les États-Unis ont dominé et dominent encore dans une certaine mesure la structure de sécurité internationale. Il faut savoir qu'à la fin de la guerre froide, les dépenses militaires américaines comptaient du fait de la chute, c'est un effet mécanique, du fait de la chute des dépenses militaires des autres, et en particulier de l'armée rouge, en Union soviétique, l'ex-Union soviétique, les dépenses militaires américaines sont montées jusqu'à 40% des dépenses mondiales. Si on ajoute les... Représente encore aujourd'hui 30%. On est encore aujourd'hui à peu près 33%. Et si on ajoute tous les alliés des États-Unis à cela, y compris l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., on va plus loin, Singapour, etc., l'Occident, dans un sens assez large,
incluant les alliés asiatiques des États-Unis dans cette histoire, compte pour à peu près 80% des dépenses militaires mondiales. La Chine étant effectivement en train de monter en puissance lentement, mais avec prudence, avec une relative prudence dans le système mondial. Donc, que s'est-il passé? Les conditions de possibilité, d'aventure de très grande envergure comme la guerre en Irak ont été créées par ce déséquilibre-là, n'est-ce pas? Ce sont des théoriciens ou plutôt des apologues de l'unipolarité américaine qui, dans les années 90, à la fin des années 90, au début des années 2000, ont estimé utile d'utiliser les avantages comparatifs américains à ce moment-là, militaires. L'Irak, et c'est très important, l'Irak. L'invasion de l'Irak est très importante du fait à la fois de l'affirmation de la volonté stratégique américaine que ça représentait, une démonstration de puissance, parce que l'objectif essentiel étant celle-là, et bien sûr de sa faillite qui a suivi. Si on regarde du point de vue des résultats à long terme, la déstabilisation de l'Irak, la déstabilisation de la Syrie, et la question plus complexe de savoir pourquoi des États postcoloniaux, pourquoi il y a une si grande fragilité des États postcoloniaux dans le monde arabe, au Levant en particulier, les interventions multiples américaines ont déstabilisé, ont affaibli des structures étatiques qui étaient déjà relativement faibles, n'est-ce pas? Et on arrive aujourd'hui à la fin de ce processus, avec la guerre civile syrienne, avec les interventions extérieures, et avec tous les autres acteurs internationaux qui au fond, n'ont pas prise sur la situation, soit par volonté, soit simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens objectifs, n'est-ce pas? La Chine n'a pas les moyens, n'a ni la volonté, ni les moyens aujourd'hui. On les comprend, hein. D'intervenir de façon effective pour changer la donne dans la région. D'ailleurs, la Chine est très contente des résultats de toutes les erreurs américaines des 20 dernières années. Bien sûr, sauf erreur de ma part, la Chine est en train en ce moment de proposer, y compris des plans de reconstruction à la Syrie très sérieux, contrairement aux autres pays. Donc, elle sait intervenir. Oui, mais c'est marginal, tout ça. C'est marginal. Mais c'est vrai. C'est pas une résolution diplomatique du conflit. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui n'est pas un acteur déterminant dans la formulation des stratégies de sortie de crise là ou ailleurs. Parce que la Chine a une très grande prudence dans sa montée en puissance. Elle est très prudente aussi parce qu'elle ne veut pas de choc frontal. Elle ne veut pas de choc frontal avec les États-Unis. Non, mais ça compromettrait son développement. Son développement économique, puisque les États-Unis contrôlent une grande partie des routes du commerce international. Et les autres acteurs non plus. La Russie est une puissance au mieux moyenne aujourd'hui, avec des armes nucléaires, certes, mais avec un PIB qui est... Et celui de l'Espagne. Un tout petit peu plus élevé que celui de l'Espagne. Quant à l'Europe, il y a effectivement des acteurs qui pourraient. L'Europe tout entière pourrait. Mais là, il y a la complexité de la construction européenne et des différenciations nationales qui s'affirment. Maintenant qu'on a fait l'état de faiblesse d'à peu près tout le monde, et l'état de... on s'est quand même beaucoup éloigné de Jérusalem, mais on va essayer d'y retourner petit à petit. D'abord, je voulais vous poser à vous la question, puisque vous vouliez intervenir sur le sujet, de la France dans tout ça. Bon, pas tout, on est à Paris. La France intervient sur le dossier depuis très longtemps. C'est peut-être un des seuls États européens qui a, avec la Grande-Bretagne, une armée suffisamment conséquente pour intervenir, on va dire, sur le terrain militaire, et en même temps une diplomatie suffisamment développée. Vous êtes un digne représentant tous les deux pour, on va dire, intervenir. Est-ce que la France a une voix à porter, ou est-ce que la France peut apporter, non pas une solution, mais enfin peut faire partie de la solution plus concrètement que les États européens qui d'habitude sortent l'échiquier, quoi. Ce qui est vrai au sein de l'Union européenne, et puis depuis la fameuse déclaration du général de Gaulle en 1967, et tout ce qui s'en est suivi. Donc il y a une constante dans la politique de la France au Proche-Orient, et la question, le conflit israélo-palestinien est, comme on dit, une question structurante de la politique étrangère de la France. Et tout à l'heure, Pierre parlait de la déclaration de Venise, 1980, certes sous présidence italienne, mais d'inspiration française, qui ont été suivies par d'autres déclarations. Enfin, parmi les plus importantes, il y a la déclaration de Berlin, sous présidence allemande, où on a tout de même fait avancer beaucoup les choses. Là, c'est... Et la France. Pardon, et la France. Allez-y, parlez-moi de la France. C'est pas... Bon, je veux valoriser parce que c'est une réalité. Et puis, comme j'ai été responsable pendant plusieurs années, évidemment, de ce dossier, la déclaration de Berlin en 1999, qui parlait de l'État palestinien viable et démocratique, et qui parlait de la perspective de la reconnaissance en disant on verra ça le moment. Si je vous parle de la France, c'est parce que nous avons a priori un président plutôt disruptif. Oui. On a depuis... c'est comme ça qu'il se présente.
Et c'est un président qui passe par-dessus l'Italie pour recevoir les Libyens. Donc on pourrait imaginer qu'il ait une politique un peu... Je vais y revenir. Bon, je suis maintenant plus... Je ne suis pas un acteur, mais un observateur et parfois critique à l'égard de la politique étrangère de la France, et notamment celle de Sarkozy. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu, sous présidence suédoise, en 2008, pour la première fois, on a parlé de Jérusalem, capitale de deux États. Et c'était à la suite d'une déclaration de Sarkozy à la Knesset, qui a valu d'ailleurs la sortie de quelques députés qui ne pouvaient pas admettre. Et c'est là où Jérusalem est redevenue, et il faut le dire, à l'initiative notamment de la France, pas uniquement, mais là je pense qu'on a joué un rôle important. Et il faut dire aussi que, et là on va revenir à la politique de Trump, concernant toutes les résolutions, le corpus de résolutions du Conseil de sécurité, notamment sur Jérusalem, souvent elles sont d'inspiration française. C'est ce qui s'est passé à New York pour certaines des résolutions. Nous avons d'excellents Et alors diplomates. maintenant, pour revenir à Macron, et on ne connaît pas, il n'a pas encore apparemment élaboré véritablement sa doctrine. Il avait annoncé qu'il se rendrait sur place au printemps. Bien entendu, la situation, à la fois la politique d'Israël, la situation interne de l'autorité palestinienne, on pourrait en parler, qui se délite, eh bien, donc, le moment n'était certainement pas propice. On verra, parce qu'il va recevoir Netanyahou dans quelques Mais jours. on disait tout à l'heure que Trump était un tacticien et pas un stratège. Bon, Oui. est-ce que ce n'est pas une occasion en or pour un pays comme la France, ou même pour l'Europe, vous me répondrez tout à l'heure, pour intervenir sur Non, mais place? elle ne peut pas Donc, se rappelez-vous substituer. pour les Non, émergents. Non, mais la France ne peut pas se substituer. L'Europe, on aurait pu imaginer, certains disent, mais maintenant l'Europe, là, il y a la voie ouverte pour une... Mais Ah oui. là, ce qu'on a dit là tout à l'heure, l'Europe est plus divisée que jamais. On ne peut pas imaginer, parce que lorsque... à l'époque, quand je dirigeais la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, on arrivait à travailler avec les Allemands, avec les Britanniques, avec les Italiens et avec les Espagnols. C'était les quatre, ce qu'on appelle le Quint. Alors maintenant, regardez la Avec les situation initiatives d'Italie, euro-méditerranéennes, avec voir oui, bien sûr. une Allemagne qui est toujours inhibée, donc, et puis aussi la situation de l'Espagne. Et je ne vois pas une mobilisation de plusieurs partenaires européens. Et la France seule ne le peut Ce pas. que vous Mais dites, par c'est que contre- tout le monde a d'autres priorités que le conflit israélo-palestinien, Oui. et que la France se retrouve un petit peu seule, même si elle voulait en profiter, elle ne pourrait pas. Mais elle peut. Non, le rôle que peut jouer la France. Et là, elle était parfois entendue. En Europe, bien entendu, au Proche-Orient, c'est qu'on entende sa voix concernant le respect de la légalité internationale. C'est ce que ne cesse de dire encore hier, je crois, c'était le discours du président Macron à l'OCDE, multilatéralisme. Eh bien, il faut véritablement lui dire, maintenant, il faut qu'il y ait, par exemple, sur Gaza, les déclarations, ça fait penser à celle de Fabius. À un moment, il a mis du temps avant, quand il y a eu la guerre de 2004, à dire ces massacres épouvantables. Bon, Macron a parlé aussi d'actes odieux. Mais ça, c'est de la diplomatie émotionnelle. À partir de là, il devrait parler des problèmes de colonisation. Et puis, on parlait tout à l'heure de la traçabilité des produits des colonies. Et je crois que par rapport à d'autres partenaires, d'ailleurs des Britanniques, je crois même des Néerlandais, qui sont si proches d'Israël, on est la France assez en retard là-dessus. Voilà, donc il y a des mesures. Et là, il faut voir que sur la traçabilité des produits des colonies, donc il y a une décision, une directive européenne, pour de savoir si... Il faut voir quelle a été la réaction de Netanyahou. Il a parlé d'antisémitisme. Et donc, nos dirigeants et l'opinion aussi en France et en Europe est assez sensible à ce discours. Bon, donc on voit bien que l'Europe... On n'est plus au total dans le processus, on est dans la Donc, récession. on voit bien que l'Europe est embêtée par la position de Trump, la suit pas, attend de voir, qu'elle est inhibée par la crise économique qu'elle vient de traverser, qu'elle est empêchée par des relents d'antisémitisme sur tout le territoire, et en plus une mauvaise conscience qu'on comprend aussi bien vis-à-vis d'Israël que vis-à-vis de la Palestine. Est-ce que c'est pas le moment de la Turquie, par exemple? Bon, alors la Turquie, je ne sais pas, mais j'essaie de placer un point là depuis 5-10 minutes Allez-y. sur le fait que, au-delà d'essayer de remplacer les États-Unis comme médiateur principal de ce conflit, ce qui est extrêmement compliqué, ce qui est extrêmement ambitieux, ce qui est extrêmement impossible pour le moment, c'est là qu'est-ce qui est en train de se passer avec Jérusalem. Monsieur Trump et Monsieur Netanyahou ont une politique extrêmement similaire et une stratégie similaire qui est mise en place par Israël depuis des décennies, qui est en train d'être mise en place par Monsieur Trump. C'est ce qu'on appelle la politique du fait accompli. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans une situation d'asymétrie totale où la partie israélienne est démesurément plus puissante que la partie palestinienne, et donc la force occupante qui occupe les territoires palestiniens depuis 50 ans maintenant, et met en place sur le terrain, au mépris du droit international, progressivement, sans jamais trop se hâter, un certain nombre de faits accomplis, à savoir des colonies,
le mur, etc., etc., la judéisation de la partie est de Jérusalem. Toutes ces choses viennent extraordinairement compliquer la reprise des négociations. Mais toutes ces choses sont également normalisées par beaucoup d'acteurs. Et la dernière chose que M. Trump vient de faire, c'est dans cette même veine-là, qui est d'espérer que le geste américain, qui est quand même toujours la plus grande puissance mondiale, soit normalisé comme un fait accompli et donc fasse sortir de facto Jérusalem du statut final pour la faire rentrer dans quelque chose. Et d'ailleurs, il l'a prononcé, il a dit « Jerusalem is now off the map » ou off the table ». Donc il y a une volonté claire américaine de faire sortir Jérusalem de la liste des sujets du statut final. Donc, quelque chose de très concret que les autres acteurs internationaux peuvent faire, c'est refuser ce fait accompli, et c'est revenir constamment au droit international, et c'est faire du lobbying auprès des autres acteurs, parce qu'effectivement, M. Trump a emmené dans son sillage un certain nombre d'acteurs, qui ont, notamment le Paraguay, qui ont décidé de faire exactement comme les États-Unis et d'installer leurs ambassades également à Jérusalem. C'est le grand risque. Très peu. Mais il y en a quand même, et le grand risque, c'est effectivement de faire comme ce qu'on a fait depuis un certain nombre de décennies, de normaliser ces faits accomplis. Alors, ce qu'on pourrait faire vraiment très concrètement, au-delà de la reprise des négociations, c'est éviter ça et c'est rappeler constamment, systématiquement le droit international et s'assurer que le droit international est respecté, notamment la résolution 478 de 1980. Est-ce que, parfait, je vous tends la perche, est-ce que c'est pas exactement à la fois la position de l'Europe et ce qu'elle sait faire de mieux? Respecter le droit international, on le voit en ce moment avec les GAFA et même la presse, enfin, qui a l'air de se plier au droit européen. Est-ce qu'au fond, c'est pas une expertise européenne parfaite? Je crois que quand on a dit ça, on n'a pas répondu à la question qui se pose à nous tous. Quand vous dites l'Europe devrait faire, oui, mais faire quoi? C'est ça le problème. Demander qu'on respecte le droit international, on le demande tous les jours. On a eu encore des réunions au Conseil de sécurité et même des déclarations et des résolutions de l'Assemblée générale qui ont répété ça. Donc il faut vraiment cerner, à mon avis, les deux problèmes qui se posent aujourd'hui. Le premier, compte tenu de tout ce que vous dites, avec raison, qui est une politique du fait accompli, est-ce qu'aujourd'hui, le cadre et le concept qui a été à la base de tous les efforts depuis Oslo et même avant jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée que l'on va avoir deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité, est-ce que ce concept, cette solution des deux États a encore un sens aujourd'hui? Et comme vous le savez, fondamentalement, le gouvernement israélien n'y croit pas. Et je dirais une grande partie de la société palestinienne n'y croit plus non plus. Donc, est-ce qu'on continue à penser, nous, communauté internationale, Europe et d'autres partenaires, est-ce que nous continuons à penser que c'est la seule solution possible? Je le crois personnellement, mais encore faut-il arriver à convaincre tout le monde que ça reste la seule solution possible. La position de l'Europe est plus subtile. Elle dit que c'est une étape, éventuellement. Il faut commencer par ça pour ensuite arriver à autre chose. Oui, enfin, il y a ceux qui disent que c'est une étape qu'on ne pourra plus jamais atteindre compte tenu des progrès. Ce qui aurait été le plus intéressant de toutes les cartes qui ont été montrées, c'est de monter le grignotage dans la Cisjordanie oui. De la colonisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 2/3 de la zone qui est normalement dévolue à l'État, à l'autorité palestinienne, est en réalité occupée. Et donc, la réalité, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire prévaloir cette solution-là face à des acteurs qui y croient de moins en moins? Je pense que oui, mais encore une fois, il faut que ceux qui continuent à y croire aient le courage de défendre ça et d'expliquer concrètement comment ça peut arriver. Et la deuxième question, c'est la méthode. Et là aussi, j'en reviens à ce que vous disiez. Au fond, tout le monde s'est reposé sur les États-Unis pendant des années pour qu'ils trouvent la solution. Et comme on dit d'ailleurs dans le slogan américain, on fait partie de la solution et pas du problème. Et maintenant, vous avez un nombre croissant de personnes qui disent pas du tout, c'est vous le problème. Donc, si on ne veut plus de cette méthode-là, par quoi la replace-t-on? Les Européens tout seuls avec leurs petits bras, ce n'est pas imaginable. Est-ce qu'on arrive à inclure là-dedans d'autres partenaires? Vous parliez de la Chine, de l'Inde et d'autres encore. C'est tout ça sur lequel il faut réfléchir. Et c'est là où, me semble-t-il, les Européens, qui ont toujours été ceux, comme le rappelait très justement Yves, qui ont toujours été ceux qui ont lancé les nouveaux concepts, avec Venise, avec tout ce qui s'est passé, etc. Est-ce que ce n'est pas le moment pour les Européens, sur ces deux questions, de venir avec des propositions? Est-ce qu'ils en sont capables? Est-ce qu'ils sont suffisamment unis pour le faire? Au moins, il faudrait qu'ils essayent. Ou est-ce que c'est pas... Est-ce qu'au fond, l'Europe comme les États-Unis ne font pas partie aussi du problème? Est-ce que c'est pas la fin d'un cycle qui est
auquel que nous avons tous connu de notre vivant, c'est-à-dire cette époque où l'Occident s'invitait à la table de toutes les négociations et tous les problèmes du monde pour les résoudre à 2, à 3, à 4. Vous posez une vraie question. On peut se poser la question. C'est au fond ce que nous disent beaucoup de représentants palestiniens à la base. C'est-à-dire, au fond, laissons les choses faire. C'est-à-dire, arrivons à en réalité un État unique, l'État d'Israël, avec une très très forte minorité palestinienne qui va aller croissante. Et à ce moment-là, vous avez une situation d'apartheid, et nous, Palestiniens, défendrons à l'intérieur de ce nouvel État, Israël élargi, nous défendrons nos droits et nous y arriverons. Mon sentiment, c'est que c'est prendre un énorme risque politique. Et c'est l'assurance d'années et d'années de tension, de dizaines d'années de tension. Quand on est un État un tant soit peu responsable, est-ce qu'on peut accepter cette formule-là? Moi, je ne pense pas, mais il y en a qui commencent à défendre cette idée. Alors, cette idée de l'État unique, effectivement, d'une situation à l'Afrique du Sud qui finirait par se résoudre par un Mandela palestino-israélien dans les 50 ans à venir, effectivement, est une idée qui court. Moi, je voudrais qu'on revienne sur cette idée que l'Europe est peut-être, ou les États-Unis sont peut-être en bout de course, peut-être par vous, rapidement, sur... qui pourrait remplacer ou à terme, ou dis-moi, est-ce que vous pensez ce que... Alors vous faites effectivement la référence donc à ce qu'on appelle communément la fin de l'ordre libéral et l'avènement d'un ordre plus multipolaire, ou en tout cas apolaire, peut-être un nouvel ordre bipolaire avec la Chine et avec des États qui seraient ce qu'on appelle en relations internationales les swing states, donc qui seraient enclins soit à aller vers la Chine ou vers les États-Unis. La Chine se revendique, tout comme le reste des BRICS d'ailleurs, différente. Et se démarque d'un point de vue idéologie des puissances occidentales libérales en disant nous, on n'a pas de conditions, on n'a pas de politique de conditionnalité dans notre aide de développement. D'ailleurs, elles ont même créé des institutions parallèles quand, par exemple, leur besoin de représentativité et de reconnaissance dans les institutions internationales qui sont, je répète, des institutions créées par les Américains et leurs alliés, donc des institutions libérales qui sont donc à l'avantage des Américains et de leurs alliés. Quand les pays émergents n'ont pas obtenu gain de cause pour avoir plus de quotas, plus de représentativité, plus de reconnaissance dans notamment FMI à la Banque mondiale. Notamment FMI et Banque mondiale, exactement. Ils ont créé d'autres institutions parallèles qui ne vont pas forcément s'opposer au monde occidental, mais qui vont effectivement créer d'autres voies, notamment la New Development Bank, qui se veut l'espèce de concurrente de la Banque mondiale. Après, c'est encore beaucoup trop tôt pour dire pour parler déjà de déclin américain. On est effectivement dans une phase d'émergence, mais alors quelle émergence? C'est-à-dire qu'au début on nous parlait des BRICS, mais alors les BRICS maintenant c'est devenu une espèce d'ersatz. Le Brésil est en récession et au bord de la dictature. On voit bien que c'est beaucoup lié à la puissance des nations, à la puissance économique des nations. Le Brésil, ont été des BRICS étudiés par le monde entier quand ils avaient avec eux l'augmentation du prix des matières premières et la croissance économique. Mais c'est pas qu'une question matérielle, justement. Il faut vraiment le prendre en compte. C'est aussi une question idéationnelle et une question de reconnaissance, à savoir que vous n'êtes pas une puissance si on ne vous reconnaît pas comme telle. Et donc, si vous voulez être une grande puissance, il faut que vous ayez un mot à dire sur les conflits les plus importants du monde, notamment le conflit israélo-palestinien. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces puissances-là se sont prononcées, et la Chine s'est notamment prononcée, et j'aimerais quand même revenir là-dessus, sur le fait qu'effectivement, depuis 2013, vous avez Xi Jinping qui a mis en place un plan de paix. Bon, alors, quand vous regardez les détails du plan de paix chinois proposé pour résoudre le conflit israélo-palestinien, ça ressemble à Oslo 2.0, à savoir qu'en gros, on a une reformulation du principe d'economic peace en disant peace through economic development, ce qui était à peu près exactement la même chose. Donc, ça ne va pas changer grand-chose, finalement, il n'y a rien de nouveau, mais il y a quand même des prises de position de la part de ces États qui sont claires et qui sont soit effectivement organiques, par exemple, comme l'Afrique du Sud, qui pourrait... En fait, l'Afrique du Sud, le conflit israélo-palestinien, comme la question du Sahara occidental, c'est presque une question de politique intérieure. Mais effectivement, vous avez donc une palette d'actions qui sont différentes, de positionnements qui sont différents. L'Inde ne se positionne pas du tout, par exemple. L'Inde n'a aucune tradition de médiation. L'Inde n'a aucun... Même une alliance avec Israël, ils ont des liens économiques très, très importants. Juste un complément d'information. C'est la proposition qu'a faite Mahmoud Abbas il y a quelque temps, vous savez, pour sortir du blocage actuel. C'est de dire que
je ne veux pas rentrer dans les détails, mais qu'il y a un groupe qui s'appelle le Quartet actuellement, qui est normalement chargé par les Nations Unies de trouver une solution dans laquelle vous avez les Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis et la Russie. Et Mahmoud Abbas a proposé d'élargir. Dans l'initiative qui avait été lancée par la France en 2016, nous avons proposé la même chose à la Chine et à d'autres. L'affaire chemine, il faut bien voir que ça soulève beaucoup d'objections, y compris des parties prenantes qui s'interrogent sur ce point-là. Donc ça peut être une idée, ça fait partie des idées sur lesquelles il faut réfléchir, mais il faut voir que ça ne va pas de soi. Juste une petite seconde. On a parlé de beaucoup de monde, de la Chine, de l'Inde, de l'Iran, on est allé jusqu'en Afrique du Sud et au Brésil, puis on n'a pas parlé des Palestiniens. Des Palestiniens, tout simplement, qui sont quand même les premiers concernés dans l'affaire. Alors, dans les choses qu'on a pu dire ces 15 dernières années à propos de la Palestine, ils ont été effacés de la carte, on s'est occupé de l'Irak, de la Syrie et des printemps arabes avant de s'occuper d'eux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part des élites politiques palestiniennes, une espèce de confort? Je ne parle pas de Gaza, hein, mais je parle de la Cisjordanie. Après tout, Mahmoud Abbas a 83 ans. Ça fait 15 ans, 13 ans qu'il est au pouvoir. Il a été élu une fois, puis plus élu. On va dire que cette élite politique palestinienne s'est embourgeoisée d'une certaine manière. Après, c'est plutôt intéressé au développement de Ramallah qu'à la résolution du conflit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, d'une certaine manière, une responsabilité des élites politiques palestiniennes, hein? Évidemment. Oui, à l'évidence. Il faut voir que les résultats du dernier conseil, ce n'est pas le Conseil national palestinien, c'est le Conseil de l'OLP, le comité exécutif. Ils ont tous été renouvelés. Les jeunes générations n'apparaissent pas. Le Fatah, qui est la puissance est un parti de gouvernement, comme il y a des partis de gouvernement un peu partout dans les pays arabes. Et on retrouve les mêmes ingrédients, d'ailleurs, d'une forme aussi de contestation des jeunes générations. Oui, qui peuvent, oui, c'est ça, et qui contestent les élites. Il y a aussi donc la corruption. Et on voit donc Mahmoud Abbas, donc qui est, j'allais presque dire, en fin de vie politique. Tout court. Ça, c'était évident. Mais on ne voit pas l'alternative. On parle d'un certain Dahlan, qui a été le responsable de la sécurité de l'OLP, de l'autorité palestinienne plutôt, et qui se voit un retour, et c'est toujours, et on revoit par l'économie et par l'argent, donc des Émiratis, des Saoudiens, et aussi avec la complicité de l'Égypte. Et ce qui fait penser aussi, parce qu'on en va parler, parce qu'il y a quand même un plan qui est en préparation du côté américain, il y a une dimension économique. Et j'ai le souvenir, bon, je n'étais pas dans ce dossier-là, j'étais quand même très jeune à l'époque, le premier plan américain pour résoudre la question israélo-palestinienne, c'était ce qu'on appelait le plan de Johnston, 1950 et quelques. Vous vous souvenez de ça? On pensait à l'époque qu'on pouvait résoudre le problème. Et c'est ce que pense, je crois, Trump. Avec l'argent, on pourra le faire. Donc il y a effectivement cette jeune génération. Ce qui s'est passé, regardez ce qui s'est passé à Gaza. Alors on a parlé de la responsabilité du Hamas. Il se trouve que j'étais le premier diplomate sorti à peine du Quai d'Orsay à être, disons, en contact avec le Hamas pour mieux les connaître. Et donc je suis la situation, même si je ne suis plus en contact. Et il est évident que ce n'est pas le Hamas qui est à l'origine de ce mouvement, comme ce qui se passe aussi... Vous parlez de quel mouvement? De celui qui a eu lieu... Le mouvement tout récent à Gaza. Tout récent, avec les 63 morts. Après, c'est comme pour toutes les intifadas, ça a été dit là tout à l'heure, après il y a un accompagnement, soit de l'autorité palestinienne, c'était le cas, première ou deuxième intifada, et là, le Hamas a fait du suivisme en quelque sorte. Que naturellement, là, ce sont des gestionnaires et que les intifadas ou les soulèvements, ça les embête. Des manifestations plutôt pacifiques. Mais maintenant, la violence peut revenir. Et soyons aussi très vigilants, et les responsables du Hamas sont confrontés à des mouvements djihadistes à Gaza même. Et donc Daesh n'est pas très loin, il est dans le Sinaï. Quelles sont les relations avec certaines factions du Hamas? On peut se poser la question. Et quand on regarde, je reviens là-dessus, les réseaux sociaux demain à Jérusalem, c'est-à-dire ce que l'on peut anticiper, c'est peut-être ça qui pourrait peut-être faire bouger les choses, c'est qu'il y ait aussi des violences notamment dans l'enclave de Gaza, 2 millions d'habitants, dans quelle situation humanitaire? Des indicateurs ont été donnés là tout à l'heure. C'est le cas aussi de la Cisjordanie. En dehors de ceux, comme vous le dites, qui vivent dans le confort, c'est plutôt Ramallah, mais en dehors de Ramallah, ce n'est pas... Alors, simplement ce que je voulais dire, la solution de 2 États, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et comme le disait Pierre là tout à l'heure, à moins, et là il y a un débat en Israël qui peut être intéressant, c'est-à-dire que Israël se transforme en état d'apartheid, et ce mot-là, qui était tabou il n'y a pas si longtemps, ne l'est plus en Israël même.
Et même aussi, d'autres acteurs. Il faut se souvenir des propos de Kerry qu'il a tenus avant de partir en disant, voilà, vous risquez de vous transformer. Et c'est donc la transformation. Il faut voir aussi ce qui se passe en Israël même, où il y a un profond malaise, le fait qu'il y ait tant d'Israéliens qui quittent Israël. Il y a 1 million d'émigrés israéliens qui sont, disons, aux États-Unis. Si on reporte à la population de la France, ou même on l'a reporté, la population des États-Unis, ce serait des dizaines de millions. 10 millions. Là, il y a un problème aussi. Est-ce qu'à l'intérieur d'Israël, peut-il y avoir aussi une évolution? Mais en tout cas, l'autorité palestinienne, donc là, qui est en délitement total, et on ne voit pas très bien comment les choses vont se passer. Monsieur Golub, justement sur l'autorité palestinienne, c'est va-et-victis. Hein. Au fond, elle a tout perdu. Elle gère les quelques bouts de territoire laissés par Israël en Cisjordanie et à Gaza. Enfin, pas l'autorité palestinienne, à Gaza, c'est le Hamas. Elle est divisée. Elle est, on le sait, corrompue. Elle n'est pas élue, ou du moins, elle aborde les élections avec énormément de prudence, de peur que d'autres que ceux qui sont installés puissent être élus. Au fond, est-ce qu'on n'a pas raison, du point de vue américain, en tout cas, du point de vue de Donald Trump, de privilégier la partie israélienne qui au moins est organisée, avec qui on peut parler, alors que est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est pas au fond la reconnaissance de la réalité? La réalité, c'est que voilà, les Palestiniens ne sont pas représentés par leur autorité, leur autorité palestinienne, par leur personnel politique, et au fond, est-ce que ça vaut vraiment la peine de discuter avec eux? C'est-à-dire que les conditions ayant été créées par la marginalisation à long terme de la voie VOIX et des voies VOIES d'autonomie de la politique palestinienne. Après, on leur reproche leur manque de capacité à s'organiser. C'est ce que je voulais vous entendre dire. De s'autonomiser et de créer les conditions d'institutions politiques stables. Alors, il y a bien sûr les questions de corruption, de népotisme, de fractionnement au sein de l'autorité palestinienne. Mais il faut bien voir, la lutte armée n'ayant pas abouti à la libération, comme dans les luttes de libération nationale antérieures dans les pays postcoloniaux, l'Algérie ou ailleurs d'ailleurs, le Vietnam, n'est-ce pas? Ça faisait partie du même mouvement. Le mouvement palestinien national faisait partie de cette grande vague de décolonisation. Tous les autres pays du Golfe cette grande vague de décolonisation, de lutte nationale et d'autodétermination des peuples, n'est-ce pas? Mais la lutte armée n'ayant pas abouti, ne pouvant pas aboutir en réalité, puisque le rapport de force a toujours été terriblement défavorable, le remplacement par les négociations a démontré aussi son impossibilité, non seulement ses limites, mais son impossibilité. Après Oslo, il y a eu effectivement grignotage progressif, on avait de la colonisation, les territoires palestiniens ont été morcelés, et aujourd'hui, le plan de paix américain est à peu près celui qui avait été proposé discrètement par le prince bin Salman, juste avant que Trump n'annonce Jérusalem, c'est-à-dire de créer effectivement 2 États, mais un État qui n'en était pas un en réalité. C'est-à-dire des différenciations de souveraineté très importantes dans laquelle il y aurait souveraineté limitée d'un côté et souveraineté pleine de l'autre. On sait bien sûr de quel côté il s'agit. Et de l'autre côté, l'acceptation du statu quo actuel, c'est-à-dire du point de vue territorial. C'était ça le plan. C'est ça le plan américain en cours aujourd'hui. Et la question de l'investissement économique dans les différentes régions, c'est de l'investissement économique qui serait donné en contrepartie à une soumission politique des Palestiniens à cette idée. C'est à peu près la même chose dans un autre sens et dans un sens beaucoup plus brutal, ce que Pompeo, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, a proposé à l'Iran récemment. C'est d'ailleurs pas une proposition, mais un ultimatum, n'est-ce pas? Un ultimatum, voilà. Soit vous accédez à nos 12 points et que vous renoncez à votre souveraineté, y compris à vos capacités de vous défendre en cas de guerre. Et si vous renoncez à votre autonomie, votre souveraineté, votre honneur et tout le reste, à ce moment-là, vous aurez des investissements américains. On est à peu près dans la même logique. Ça a été fait un peu moins brutalement, bien que je crois que la cérémonie de l'ambassade à Jérusalem était une forme de brutalité symbolique inouïe. On est arrivé au bout de ces interventions brillantes. Maintenant, il est temps à vous de poser des questions. Nous avons un quart d'heure, malheureusement. C'est toujours trop court. J'aimerais bien... Voilà, mon seul souhait, mais je vous laisse faire, c'est que plein de questions soient posées. Voilà. Et que les réponses soient aussi rapides que les questions. Merci à vous. C'est court, hein, je suis désolé. Le processus d'Oslo est mort maintenant, mais on estime que la solution 2 États est la seule qui soit viable.
Or, les deux États ne correspondent à rien territorialement, puisque les lignes de frontières sont des lignes de siège pour Gaza et d'armistice pour le reste. Et en plus, Israël mental et la Palestine mentale recouvrent l'ensemble du territoire de l'État original. Est-ce que la solution ne serait pas plutôt que chacun retourne sur son histoire, reconnaisse son passé, ses fautes, pour qu'au final, on construise un avenir commun et partagé, et qu'on fasse un État qui serait peut-être ni Israël ni Palestine, quelque chose de nouveau, un peu comme en Afrique du Sud, avec un nouveau drapeau, avec de nouvelles institutions qui soient partagées entre tout le monde. Qui veut répondre? Moi, j'adorerais. Hein, ce que vous décrivez est une solution. Je peux répondre très vite. Ce genre de processus, comme l'Afrique du Sud, ça peut marcher, hein, comme l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, à condition que vous ayez d'abord une solution. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez réglé le problème de fond. Et puis ensuite, on raccommode, on recoue le tissu social des deux entités ou des deux pays pour arriver à quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord que la solution des deux États est perdue et fichue. Parce que fondamentalement, ça sera une question de répartition territoriale, d'échange de territoire. Et au fond, ça, ce n'était pas la partie la plus difficile. Mahmoud Abbas, à l'époque, le Premier ministre Olmert, était arrivé à quelque chose. Depuis, là, le fait accompli a compliqué encore les choses. Mais quand vous parlez sérieusement avec les gens, en privé, ils vous disent c'est toujours possible d'y arriver si on veut. Le problème est la volonté politique. Et si bien sûr on a maintenant demain un plan de paix américain, comme vous le suggérez, où il y aura encore plus de concessions à faire du côté palestinien, c'est-à-dire que finalement le territoire du futur État palestinien, ça sera Gaza et une petite peau de chagrin du côté de la Cisjordanie, ça ne marchera probablement pas. Mais ça, c'est tout le problème du prochain plan de paix. J'ajouterais que le plus petit dénominateur commun, ça reste quand même ça, et que malgré tout, on est dans une telle intrication des territoires et des situations que la solution à deux États, si tout le monde insiste beaucoup sur cette solution, c'est parce que c'est quand même le plus facile à négocier telle que est la situation aujourd'hui. Qu'ensuite, après, vu l'intrication, encore une fois, des territoires, dans un avenir, à mon avis, assez lointain, les deux pays créés un intérêt à s'unir d'une manière économique à la façon de l'Europe ou autre, je le souhaite. Mais le plus petit dénominateur commun, pour l'instant, ça reste quand même la solution à des États. Et c'est vrai que confier la totalité de Jérusalem, reconnaître la totalité de Jérusalem comme capitale d'Israël n'aide pas. Je voudrais dire deux mots, parce que nous n'étions pas acteurs, mais on n'était pas très très loin, de ce qui s'est passé à Camp David en juillet 2000. On n'était pas très loin, objectivement, d'une solution. Il faut voir qu'on parlait, puisqu'on parle de Jérusalem, on parlait de la division de Jérusalem. Clinton, c'est ce que m'a dit Nabil Chaz, qui était l'un des négociateurs du côté palestinien, aux côtés de Yasser Arafat, il était capable de dessiner la carte de Jérusalem avec la répartition du quartier dit palestinien arabe, du quartier juif. Le quartier arménien, c'est un peu compliqué, parce que, effectivement, là... et aussi concernant même la question des réfugiés. C'est-à-dire, c'est quand même important, parce qu'on ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer. On reconnaissait même le principe du retour, mais qu'on organisait extrêmement limité. Donc il y avait, et concernant les territoires, on parlait, parce que c'est la position de l'Europe, c'est la position de la France, revenir aux lignes de 1967 avec des aménagements et des swaps, étaient les Palestiniens accepter le fait qu'il y ait des colonies israéliennes qui soient intégrées. Donc dans l'État. Je vais prendre une deuxième question plutôt. C'est important de rappeler ce qu'a été Camp David. On n'était pas très loin. Et concernant les responsabilités, il faut relire ce qu'a dit Robert Mallet, qui était l'un des négociateurs aux côtés de Clinton. Les responsabilités sont largement... Eh bien, on ne sait jamais. On peut y revenir. Parfait. Deuxième question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc ma question, c'est concernant justement la religion. Donc, ne pensez-vous pas que le problème israélo-palestinien est un conflit religieux avant tout, et que toute solution à ce problème, en fait, doit passer par l'épanouissement à la fois des populations vis-à-vis des religions et des États et des partis politiques.
Je veux parler des religions monothéistes, bien entendu, donc, notamment du judaïsme, de l'islam et du christianisme. Pour moi, en fait, le fait de passer par deux États différents ne fera que prolonger le problème au final, parce qu'on parle de lieux saints où chacun cet endroit m'appartient, ma religion m'a dit que c'est ma terre, donc je ne vois pas comment peut-on réellement trouver une solution avec deux États qui vont se taper les uns sur les autres éternellement. D'accord, c'est une excellente question. Ça me rappelle en fait un texte que je viens un instant de lire, enfin que j'ai lu en préparant cette rencontre, qui expliquait qu'en fait en 1917, quand les Britanniques ont pris le mandat sur la Palestine, il y avait un projet, le projet était au départ d'internationaliser la Palestine et Jérusalem. Et que les Britanniques ont décidé de ne pas faire ça, de prendre le mandat, de l'exercer, et surtout ont divisé la Palestine, enfin je veux dire, ont systématiquement regardé le problème palestinien comme un problème religieux, c'est-à-dire qu'on divisait les institutions municipales, puis ensuite les institutions représentatives de Jérusalem et de la Palestine en fonction des religions. Et que c'était, selon cet historien qui parlait donc de cette période mandataire, une des grandes erreurs de la période britannique. Et puis en réfléchissant sur ce historien français qui parlait donc du mandat britannique, je me suis dit quand même, il exagère, parce qu'en fait ce qu'il est en train de faire, il est en train de reprocher aux Britanniques de ne pas avoir appliqué ce que voulait faire la France, c'est-à-dire au contraire instaurer une citoyenneté qui transcende les religions, la Révolution française en fait, au-delà des religions, la séparation des églises et de l'État, etc. Donc, je vous fais part de ma réflexion au moment de la lecture de la première réflexion. Et donc, oui, il est vrai que peut-être que les Britanniques ont commis cette erreur au moment du mandat et que nous en subissons toujours les conséquences. La deuxième est que peut-être il n'est pas possible d'appliquer ni la méthode britannique, ni la méthode française, qui consiste à l'universalité, le dépassement par la citoyenneté, dans une terre aussi éminemment religieuse et depuis si longtemps, depuis au moins les croisades, voire avant. Donc, je vous répondrai en vous disant, je ne sais pas, et je ne pense que ni les uns ni les autres n'avons la solution, ni les Britanniques, ni les Anglais, peut-être pas les Américains non plus. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet, mademoiselle? Non, c'est évident, il y a une dimension religieuse, et bon, je reviens comme David, si ça a échoué, oui, non, c'est important, parce que l'histoire revient toujours, il ne faut jamais oublier l'histoire. Voilà, ce qui est le cas, non, mais c'est que il y a eu le problème, là où ça a chopé, c'est sur le statut de ce qu'on appelle le lieu saint, c'est-à-dire la mosquée d'Omar et le mur des Lamentations. Et donc on avait organisé avec le Vatican d'ailleurs un groupe pour voir comment on pouvait s'organiser pour la libre circulation, la libre accès aux différents. Donc il y a une dimension. Mais il est bien évident que la question est avant tout un problème de souveraineté territoriale et que la dimension religieuse est instrumentalisée. Et comme vous parliez de l'Arabie saoudite, c'est très important pour l'opinion de l'Arabie et puis jusqu'en Indonésie, comme tu le disais. Il faut voir dans tous les foyers en Indonésie, vous voyez Jérusalem avec la mosquée d'Omar. Donc il y a cette dimension. Je voulais que Madame intervienne. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais c'est une intervention très instrumentale. C'était juste pour effectivement dire qu'on a une instrumentalisation clairement du facteur religieux dans ce conflit, qui est un conflit à la base territorial, mais qui est de plus en plus instrumentalisé, notamment par Benyamin Netanyahou, qui a une stratégie claire de diviser pour mieux régner, et notamment d'un point de vue religieux, en accordant un certain nombre, en tout cas il a tenté d'accorder un certain nombre de privilèges aux Palestiniens chrétiens au détriment des Palestiniens musulmans, notamment à Gaza. J'ai eu la chance, en tout cas le privilège de pouvoir vivre là-bas un certain nombre de mois pour travailler, et c'est effectivement, ça n'a pas marché. Donc là, et il y a eu également une stratégie de retour aux religieux, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que Benyamin Netanyahou est un idéologue, et c'est Dominique Vidal qui le disait très très bien, et tous ceux qui connaissent bien la vie privée de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou est effectivement un fin stratège politique, mais également un idéologue. Il se pense vraiment investi d'une mission qui est presque du domaine du divin pour faire survivre le peuple juif et pour éviter un deuxième holocauste. Quand il dit que l'Iran est le nouveau nazi, il le pense profondément. Il est vraiment très sincère avec ça. Donc effectivement, après, il va l'instrumentaliser d'une certaine manière, mais il ne faut pas oublier que Benyamin Netanyahou, effectivement, voit
le conflit à travers un angle religieux, mais pas uniquement, mais effectivement religieux. Et ces tentatives d'instrumentaliser le côté religieux de ce conflit qui existe, hein, clairement, mais qui n'était pas prépondérant à la base, a pour le moment échoué, mais pourrait potentiellement réussir. Et je vous conseille d'ailleurs de regarder les très bons documentaires et de lire les très bons livres de Charles Landerneau sur la question, qui a beaucoup parlé de ça et qui sont excellents. Une autre question? Oui. Une dame peut-être? Bonsoir. Pas une dame, un autre monsieur. Oui, on m'a donné le micro là. Ok. Je le garde. Juste par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de la France, est-ce que la France elle est isolée au niveau international quand elle parle de la question israélo-palestinienne? Je ne le pense absolument pas. La France en 2016, quand elle avait organisé cette initiative de paix, il y avait quand même 72 pays qui étaient présents à cette initiative. Donc il y a beaucoup de monde qui regarde justement vers la France. Mais la France également, quand elle vient appuyer le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies la semaine dernière sur la question de une commission d'enquête sur les massacres qui ont été commis à Gaza, elle est saluée par un nombre incroyable de pays. Donc la France, elle peut, quand elle veut, et elle est suivie au niveau international. Et d'ailleurs, il y avait une promesse française sur la question de la reconnaissance de l'État de Palestine sur les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. C'était une promesse de Fabius qui a dit cette reconnaissance, elle arrivera. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un passe-droit, mais c'est un droit. Sauf que jusqu'à maintenant, la France ne l'a pas faite, alors qu'elle est sollicitée par d'autres pays européens. Tout récemment, il y avait une déclaration du Premier ministre du Luxembourg qui avait dit « mais il faut que la France conduise une vague de reconnaissance de l'État de Palestine au niveau européen. Le Parlement espagnol a reconnu, par exemple, l'État. Même le Parlement français. Mais là, c'est la reconnaissance d'État à État. Votre reconnaissance d'État à État, si la France le fait, elle serait suivie par un certain nombre très très important de l'Union européenne. Est-ce que la France est prête à reconnaître l'État palestinien? Est-ce que ce ne serait pas une bonne réponse, M. Golub, par exemple, à l'ultimatum, enfin en tout cas, de Donald Trump? Allez, d'un côté, on reconnaît. Est-ce que ce ne serait pas une bonne manière de répondre? D'essayer de rassembler la reconnaissance de l'État palestinien? Bien, ça aurait dû être fait, je suis tout à fait d'accord, ça aurait dû être fait depuis longtemps. Et effectivement, ce serait une forme de réponse, c'est-à-dire d'affirmer la souveraineté pleine et entière, n'est-ce pas, sur des territoires contigus et non pas morcelés en petits morceaux, de réponse à l'unilatéralisme et l'exceptionnalisme de l'administration américaine aujourd'hui. Mais peut-on penser cela sans qui est en même temps, je pense qu'il y a des forces sociales qui doivent être mises en mouvement en Palestine, en Israël et dans le monde arabe. Ce n'est pas simplement par en haut que ça doit être fait. Je pense que aussi il faut trouver des solutions créatrices à l'intérieur. Et ça, n'étant pas expert de la société palestinienne, je ne sais comment y répondre, mais il faudra bien qu'il y ait renouvellement de la direction palestinienne elle-même pour changer la nature à la fois de la discussion des dynamiques politiques régionales. Alors, comme on a eu beaucoup de questions de vieux mâles blancs et qu'il y a beaucoup de vieux mâles blancs à cette je voudrais une dame, s'il vous plaît, par souci d'élégance et d'équilibre. Madame. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. En observant la carte, en fait, j'ai remarqué le Liban et au final, je me posais la question, peut-être ça suit un peu la toute première question qui a été posée. Je me demandais pourquoi un type d'organisation de système politique tel que c'est le cas au Liban, pourquoi ce ne serait pas possible au Jérusalem? C'est-à-dire... Bonne question. Oui, enfin, vous... Ouais, non, mais... Oui, d'accord. Donc, allez-y. C'est Merci bien, beaucoup. excellente question, parce que c'est vrai qu'après tout, parlons de solution pragmatique. C'est la solution qu'ont voulu appliquer les Britanniques pendant leur mandat. Est-ce qu'on peut laisser le temps les invités? Bien sûr. Vous voulez répondre? Oui. Non, ça marche pas. Voilà,
Je suis pas. Il y a en plus le modèle libanais a un nom à rallonge. Non, en fait, je sais pas pourquoi je prends le micro parce que je n'ai absolument aucune expertise sur la question du Liban. Allez-y. Du coup, je me sentais obligée de répondre en tant que femme. Pas du tout. Allez-y. Non. Bon, le modèle libanais a une histoire très particulière qui est propre au Liban, avec cette multiplication de communautés. Mais revenir au modèle libanais, ça veut dire on reviendrait à l'État unique. Et alors se pose le problème de la coexistence de deux citoyennetés inconciliables, parce qu'il y aura une citoyenneté supérieure et une citoyenneté inférieure. Puis, il faut ajouter, ça nous ramène d'ailleurs au problème religieux peut-être, il y a une dimension messianique dans l'État d'Israël que vous n'avez pas au Liban et qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Un mot sur le fait religieux qui était cité tout à l'heure. Il y a quand même un paradoxe et peut-être une des raisons aussi pour lesquelles on peut être un peu parfois découragé par tout ce dossier. C'est que vous aviez face à face, disons il y a 20 ou 25 ans, au moment d'Oslo, deux sociétés dans le monde arabe, l'État d'Israël et la société palestinienne, qui étaient deux sociétés assez profondément laïques. Et que pour des tas de raisons du côté Israël, à cause de l'immigration venue notamment de Russie ou autre, cette société s'est transformée avec l'apparition d'un courant orthodoxe religieux très, très puissant, qui fait qu'aujourd'hui, entre la société de Tel Aviv, la Startup Nation et le monde orthodoxe juif, il y a vraiment plus beaucoup de points de contact. Et du côté palestinien, notamment à Gaza, faisons attention aussi, le radicalisme musulman gagne du terrain et continuera à en gagner si on est dans cette situation de désespérance dans laquelle on soumet la population palestinienne. Donc on a sans doute raté le coche à un certain moment, comme on l'a répété tout au long de l'après-midi au moment d'Oslo. Faisons attention qu'en effet, peu à peu, la dimension religieuse ne vienne pas prendre le dessus sur le problème territorial ou de souveraineté. Religieuse, messianique, si je vous comprends bien. Eh bien voilà, merci beaucoup, il est 20h30. Merci beaucoup d'avoir, pour cette heure et demie passionnante je vous remercie à vous quatre d'être venus et d'avoir répondu à nos questions. Et merci d'être venus si nombreux au 28 juin prochain pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Merci à vous tous.